Beaucoup de gens pensent que le 17 mars 2020 ce sont que quelques règles du jeu qui ont changé. Toutes ces personnes, dont vous faites sûrement partie, sont en train d'y perdre. Et ce n'est qu'un début. C'est parce que ce ne sont pas les règles du jeu qui ont changé. C'est le jeu tout entier. J'ai ressenti il y a quelque temps une soudaine dégradation de mon état psychologique due à la vie assez monotone en cette période de Covid. Je ne m'attendais absolument pas à ce que ça m'arrive, et surtout aussi violemment. Dès que j'ai ressenti cette profonde sensation de mal-être, j'ai essayé aussitôt de rationaliser la situation pour comprendre ce qu'il était en train de m'arriver. Ça m'a permis de très rapidement identifier le problème et les solutions, et ça m'a sûrement évité de partir en dépression. Le truc c'est que, pour des raisons que j'expliquerai une autre fois, je fais partie des personnes qui sont très peu susceptibles d'entrer dans un état dépressif. Il m'en faut vraiment beaucoup en gros. Et pourtant ça a failli m'arriver. Du coup, en partant de l'hypothèse que ça ne pouvait qu'être un effet du manque de socialisation dû aux restrictions, car il n'y a aucune autre raison pour laquelle ça aurait pu m'arriver, et que cette situation est commune à une majorité d'élèves, d'étudiants et de jeunes adultes, j'en ai induit que les effets de ces restrictions étaient en fait bien plus graves que je ne le pensais, et que j'avais peut-être largement sous-estimé la situation. J'ai donc commencé à m'intéresser au sujet pour comprendre ce qu'il se passait vraiment, et me suis vite aperçu que les médias n'en parlaient que très peu. Ça ne collait pas du tout avec mon hypothèse de départ, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de creuser le sujet, et si je trouvais quelque chose, d'en faire éventuellement une vidéo. Bon bah, ça n'a pas manqué, parce que je pense avoir compris pourquoi j'avais tant sous-estimé la situation, qui est en fait bien plus grave que je ne le pensais. J'ai commencé par réaliser un sondage que j'ai partagé sur 2 groupes étudiants pour avoir un premier aperçu de la situation. Sur les 78 réponses reçues, ce qui me suffisait largement, plus de la moitié des étudiants ayant répondu sont dans un état dépressif ou très proche. Et à la lecture de certains messages, certains sont vraiment dans un état grave. En cherchant à comprendre pourquoi j'avais tant sous-estimé la situation, j'ai repéré des biais cognitifs bien cachés et qui ont sûrement un effet très pervers sur la situation. Après avoir réouvert les bars en été et qu'un semblant de vie sociale soit réapparu, tout a brusquement été refermé. Aujourd'hui, la seule chose qui fait encore tenir la plupart des étudiants, c'est l'espoir d'une réouverture des environnements sociaux comme les bars et les lieux sportifs. Le problème avec l'espoir, c'est qu'on n'a par définition aucun contrôle dessus. Il est extrêmement important de comprendre ce que je vais dire maintenant, parce que je pense que le gouvernement lui-même ne l'a que très partiellement, voire pas du tout compris. Le fait de ne pas avoir de date de fin des restrictions est ce qu'il y a de pire, car ça nous empêche d'avoir des objectifs précis, et les journées deviennent un éternel recommencement. On en vient à tout voir à court terme, ce qui sature notre mémoire de travail, et le cerveau devient incapable de visualiser les événements à long terme, ce qui est obligatoire pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Quand on ne sait plus se projeter dans l'avenir, on ne peut plus planifier aucun projet, et aucune ambition ne peut survivre à ça. Et quand vous en arrivez là, game over. Je viens de vous expliquer l'origine précise des décrochages scolaires qui se comptent maintenant par dizaines de milliers et qui sont très gravement sous-médiatisés. Ce qu'on voit surtout chez les étudiants récemment, c'est un effet d'usure. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait un stresseur constant qui continue dans la durée, pour lequel il y a très peu de perspectives, c'est-à-dire très peu de possibilités de prédire ce qui va se passer. Ce qui permet de se rassurer, c'est prédire ce qui va se passer. Et surtout qui épuise les ressources en continu. Et c'est ça qui est en train de fatiguer les étudiants. La meilleure antidote de la dépression, c'est de pouvoir se projeter. Là, on ne peut pas se projeter. Il faut 3 éléments qui justement manquent. C'est le lien avec les autres. Deuxièmement, se sentir en sécurité. Or, c'est l'insécurité. Et troisièmement, se sentir valorisé. Or, on a tendance un peu à se déprécier parce qu'on n'a aucun contact avec les autres. L'idée du suicide, c'est quand on ne peut plus, comme je disais avant, se projeter. Alors, on a le passé. On ne voit que les côtés négatifs de ce qu'on a eu avant. C'est très angoissant, les périodes qu'on vit actuelles. Et un futur qui est plein d'incertitudes et de circonstances actuelles plus qu'anxiogènes. Et les médias en sont responsables, car c'est eux qui décident sur quoi il est important d'agir, étant donné qu'ils construisent la représentation de la réalité que perçoivent les dirigeants. Et encore plus en ce moment, et c'est fondamental à comprendre. Personne n'est capable de percevoir la réalité. Tout ce qu'on fait, c'est s'en créer une représentation sur base des informations qu'on reçoit. Il faut donc que les gouvernements changent de stratégie et qu'ils donnent des dates très précises de réouverture, même si elles sont repoussées. Il ne faut pas laisser la vie de millions de personnes dépendre d'un facteur inconnu et arbitraire. Il n'y a rien de pire à ça et ça nuit gravement à l'état psychologique des citoyens et surtout aux plus sensibles au manque de socialisation. Et bien qu'il faudrait le confirmer par une étude rigoureuse, il est fort probable que ça ait un impact significatif sur le nombre de cas de dépression. Il faut absolument que le gouvernement prenne ça en compte au plus vite. Psychologiquement, mieux vaut reporter des espoirs que de n'en avoir aucun. Concernant l'enseignement, beaucoup de profs ont été hyper compréhensifs face à la situation et ont donné beaucoup de flexibilité aux étudiants, ce qui a probablement énormément aidé. Cependant, il y en a qui n'ont pas compris que leurs étudiants sont parfois dans un état assez dramatique, et ils s'acharnent à leur imposer des rythmes excessifs, parfois de 8h à 18h collés derrière un écran à suivre des cours, et parfois sans compter les travaux supplémentaires. On sait pertinemment que certains profs n'en ont rien à foutre de l'état de leurs étudiants,
Bon, ça a toujours existé, personne n'en est mort, et ça faisait presque partie du jeu. Mais il faut comprendre que ce comportement qui avant rajoutait juste un peu de difficulté, est devenu aujourd'hui quelque chose de potentiellement extrêmement dangereux. Ces profs ne jouent plus avec la persévérance qui pouvait autrefois être une vertu, mais avec la santé mentale qui est souvent la dernière carte des étudiants. Ces profs sont en fait touchés par une forme de syndrome de Stockholm. Comme ils ont dû subir eux-mêmes la violence des cours, car le bourrage de crâne n'est ni sain ni plaisant et souvent inefficace à long terme, ils en sont venus à croire que c'est normal de perpétuer la tradition au même titre qu'un bizutage, car ils pensent que c'est la seule façon efficace d'enseigner, et en faisant fi des progrès en matière de pédagogie. Et certains en sont sincèrement persuadés, au même titre qu'un enfant qui a été abusé pendant toute sa jeunesse par un parent par exemple. Le cerveau ne peut pas accepter que c'est quelque chose d'anormal, donc il a dû se convaincre que c'est normal, exactement par le même mécanisme. C'est pour ça que certains profs, en plus de leur manque d'empathie, n'arrivent pas à s'apercevoir du problème. En temps normal, les plaisirs de la vie étudiante sont là pour rééquilibrer la pression mentale induite par les cours. C'est pour ça qu'on utilise parfois le terme décompressé quand on sort. Mais quand toutes les sources de décompression sont coupées, c'est-à-dire les activités sportives et les lieux de socialisation, la tension mentale s'accumule tellement qu'elle mène à un état de dépression. C'est quasi de la thermodynamique. Cette pression mentale provoque une sensation de souffrance qui n'est pas forcément malsaine, en dessous d'un certain seuil et d'une certaine durée. Mais quand ça devient trop fort et ou trop long, et qu'aucune solution saine n'est mise en place pour évacuer cette pression, il n'y a qu'une seule possibilité, déconnecter le cerveau. La stratégie la plus fréquente est de consommer de l'alcool ou des drogues pour se déconnecter un peu et pour atténuer la douleur, même si ça n'a aucun effet sur la pression. Ce sont en quelque sorte des soins palliatifs et c'est aussi le nom du service où sont placées les personnes souffrantes en fin de vie. Ceux qui ne consomment aucun psychotrope ou pour qui ça ne suffit plus commencent à envisager la dernière solution pour déconnecter le cerveau. Je vous laisse deviner laquelle. Vous comprenez maintenant pourquoi le nombre de tentatives de suicide est en train d'exploser et il va falloir des années avant d'avoir des chiffres précis pour savoir ce qu'il est vraiment en train de se passer en ce moment. Le problème, c'est que les suicides n'existent que quand ils sont médiatisés. Pour être médiatisés, il faut que les journalistes investissent un minimum de temps pour mener une enquête. Mais ces enquêtes individuelles ne sont menées généralement que lorsqu'il manque du contenu dans les faits divers. Si vous trouvez que j'exagère la situation, c'est justement dû à la sous-représentation mentale que vous faites de la gravité de la situation. Et il est possible, voire probable, que je sous-estime encore moi-même la situation. Car je me base sur seulement quelques articles, et sur un sondage dont l'échantillon est non représentatif et probablement biaisé. Car les groupes sur lesquels j'ai rassemblé le sondage rassemble des étudiants en moyenne socialement déjà intégrés. Avoir des chiffres précis est indispensable pour rentrer en ligne de compte dans les décisions politiques, car ce qui n'est pas mesuré n'existe pas. Sauf, et seulement sauf, si on use du seul levier stratégique dont on dispose, c'est la pression médiatique. Mais je vais y revenir. Avec les témoignages qu'on a reçus, on s'est rendu compte que même au niveau d'une petite promotion, ça prenait des proportions qui étaient plus importantes que ce qu'on pouvait imaginer. Quand je vois que ça en arrive à des tentatives de suicide ou des suicides, puisqu'il y en a eu aussi, il y en a eu à Lyon, il y en a eu à Montpellier. Depuis le premier confinement, on en voit trop souvent en fait. Ça devrait pas arriver qu'à notre âge, comme vous dites, on n'ait plus de perspective d'avenir. J'ai commencé à refaire un peu des crises d'angoisse, puis les universités ont fermé. Ça a été un peu le début de l'isolement, de reprendre les cours en distanciel, de se retrouver seul. Ce mode de vie reclus est un des facteurs d'accroissement des troubles mentaux de nombreux étudiants. J'ai dû attendre 2 mois pour me faire recontacter par un psychologue. 2 mois, c'est long. Moi, je me dis encore que ça va, j'ai de la chance, mais peut-être que des personnes ne peuvent pas attendre 2 mois pour pouvoir consulter. Il y en a qui ont besoin maintenant. On a recours à des médicaments dans ce cas-là? Pour ma part, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à avoir un suivi psychologique au sein de mon université, qui m'a prescrit des anxiolytiques et des antidépresseurs. Ça, c'est des gens qui vont mettre des années à décrocher des antidépresseurs. Tous mes plans qui sont tombés à l'eau. On se lève, on prend notre petit déjeuner, toujours au même endroit, on mange toujours au même endroit, on révise au même endroit, on lit au même endroit, on joue au même endroit, on regarde des films au même endroit. Et c'est quelque chose qui, je pense, pèse sur beaucoup de gens. Plus envie de rien, je me levais limite avec une boule au ventre. J'ai beaucoup pleuré. J'avais l'impression d'être toute seule face à tout ça. Je ne mangeais plus, je restais dans le lit, je ne parlais plus à personne. Je pensais par moments
à limite arrêter de vivre. Plusieurs jeunes ont tenté de mettre fin à leur jour sur leur campus. Un renfort d'assistantes sociales et de psychologues a été annoncé. Ils se disent sacrifiés, un terme que réfute la ministre de l'Enseignement supérieur ce mardi. Il y a eu 2 tentatives de suicide. Il y a encore un étudiant qui est entre la vie et la mort. Est-ce que ça vous a surprise ou en fait autour de vous il y a une détresse telle que ça ne vous étonne même plus? Nous sommes arrivés à un seuil où le nombre de victimes du confinement est supérieur au nombre de victimes du Covid. Exactement. C'est-à-dire que les gens meurent aujourd'hui non plus du virus, mais des effets du virus collatéraux, c'est-à-dire de rester chez soi, de ne pas pouvoir rencontrer des amis, d'asphyxie culturelle et intellectuelle, et aussi d'asphyxie sociale. On a choisi de privilégier, je dis bien de privilégier les gens qui étaient malades de la seule maladie à la mode en ce moment qui est le Covid, mais ceux qui ont un cancer, ceux qui ont Alzheimer, ceux qui ont une sclérose en plaques sont priés de ne pas déranger les hôpitaux qui sont surchargés. S'ajoute à tout cela tous ceux qui deviennent malades du confinement, les maladies psychiatriques, les jeunes qui m'arrêtent dans la rue tous les jours pour que je continue à véhiculer cette parole parce que ils sont à 2 doigts de se pendre ou à se défenestrer. On a des cas de suicide chez des enfants de moins de 15 ans. Si les médecins continuent à ne vouloir regarder que le Covid et que l'apocalypse qui est tout autour ne les intéresse pas, ils sont responsables à leur tour et d'une certaine manière, ils entérinent une sorte d'assassinat collectif. Finalement, aujourd'hui, nous avons privilégié les malades du Covid par rapport aux malades tout court. Et j'appelle tous les étudiants à se révolter contre un confinement global si jamais il y en a un nouveau. Il y a des étudiants qui sont entre la vie et la mort aujourd'hui. J'ai entendu dire aussi, par les effets collatéraux du confinement, qu'il y avait des dégâts monumentaux sur la santé mentale, sur les violences faites aux femmes, sur les enfants violentés. Générer des drames, des morts d'une autre manière. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Revivre chaque jour la même journée dans le même endroit exigu et en ne sortant qu'1 heure par jour, ça s'appelle l'isolement et c'est là où sont placés les détenus quand ils ont déconné. On appelle aussi l'isolement de la torture blanche. Et le comité de prévention de la torture du Conseil européen le considère comme un traitement inhumain et dégradant. Et mon but n'est pas d'utiliser un lexique émotionnel, mais bien de mettre en évidence que l'isolement peut être vraiment quelque chose d'horrible pour n'importe qui. C'est pourtant ce que doivent vivre des centaines de milliers de jeunes adultes depuis de nombreux mois, et les dégâts sont incroyablement sous-médiatisés. Les représentants et les syndicats étudiants qui reçoivent en Belgique chaque année des centaines de milliers d'euros prennent beaucoup trop de temps à prendre les choses en main. Vous avez un potentiel de frappe sans égal pour équilibrer la perception de la réalité dans la tête des dirigeants, en mettant en place des stratégies de communication ultra efficaces au vu des moyens dont vous disposez. On va déjà mal partir. Alors croyez-moi que si je suis dirigeant et que je vois ça, vous risquez pas de me faire trembler. Vous êtes pour l'instant plus efficace pour écrire en inclusif que pour mener des actions concrètes. Vous êtes les seuls sur lesquels des centaines de milliers d'étudiants peuvent compter. Vous avez enfin l'occasion de justifier votre existence et d'utiliser les sommes hallucinantes de subsides que vous recevez chaque année. Et tout ça pour, après autant de mois, de faire des manifs à quelques dizaines et de projeter, de coller des affiches. Franchement, c'est le summum de la branlette. Ceux qui dominent sont ceux qui font les choses intelligemment. Là où vous faites marcher dessus, et si je savais pas combien vous recevez chaque année, je vous aurais peut-être fait un don de quelques euros par charité. Si vous voulez enfin être efficace, vous devez travailler avec des vrais experts en communication. Ça coûtera cher et c'est tant mieux, ça fera au moins tourner l'économie qui en a vraiment besoin en ce moment, et au moins vous aurez enfin des résultats dont l'impact sera ressenti par des centaines de milliers d'étudiants. Ne vous inventez pas des compétences que vous ne possédez pas. Vous utilisez toujours les mêmes procédés et ça en devient tellement barbant et prévisible que les médias n'ont même plus envie d'en parler. Seuls des vrais pros pourront vous aider, faites appel à eux, mais c'est plus qu'urgent, ça fait des mois que cette stratégie aurait déjà dû être mise en place. On a tendance à accepter l'isolement parce que Internet nous donne l'impression de rester connecté à la réalité. Sauf que notre cerveau, aussi imparfait soit-il, ne se fait pas avoir très longtemps par ces artifices. Une connexion Internet ne change rien à la qualification de torture, et les réseaux sociaux qui donnent l'illusion d'être encore connectés au monde sont incapables de répondre aux besoins de contacts sociaux, pourtant fondamentaux au développement humain. Et je parle bien ici d'un besoin. Il ne s'agit ni d'une envie ni d'un plaisir, mais bien d'une exigence du corps dont la privation peut provoquer une souffrance et
c'est des dégâts, comme c'est le cas ici. Un article a été publié dans la revue Trends in Cognitive Science qui explique les dégâts de la distanciation sociale au niveau neurobiologique. J'ai trouvé un résumé en français, vous trouverez le lien en description, je vous conseille vraiment de le lire. Dans l'évolution, se retrouver seul, c'était la mort. La sensation désagréable de solitude est une stratégie évolutive de notre cerveau pour renforcer notre besoin en contacts sociaux, tout comme la faim en est une autre pour ne pas manquer de combustible. Les réseaux sociaux permettent uniquement de partager de l'information brute, et à aucun moment ça n'était prévu pour maintenir un équilibre social ou mental. Tant de gens sont pourtant venus à croire que le nombre de likes sur leurs photos est une mesure fiable de validation sociale. L'émeraude ne perd pas de sa valeur faute de louanges. La consommation d'alcool et de tabac a aussi augmenté pendant ce Covid, et la vérité c'est que je me suis aussi fait un peu avoir. Il m'arrive en effet de me fumer parfois une cigarette ou plus rarement un joint seul le soir, chose que je ne fais normalement jamais car en fait j'aime pas ça du tout. C'est un peu comme si je m'accordais un moment de folie pour compenser une carence en gratification sociale. C'est malsain. Un confinement sous addiction, car oui, l'alcool, le tabac, la drogue, les médicaments, ce sont bien des dégâts collatéraux du coronavirus. Non, c'est pas la période pour arrêter des trucs là. Problème après l'autre. J'arrêterai la clope quand j'irai mieux. Je me suis mis à acheter des bières quoi. Avant j'achetais des bières quand on faisait des apéros avec des potes. Maintenant j'ai des bières dans le frigo. Si j'ai envie de me boire une petite bière le soir. D'ailleurs, la dépendance aux substances est surtout un moyen d'échapper au manque d'interaction sociale et à la solitude, comme plusieurs expériences l'ont démontré. Des chercheurs ont mis des rats, qui sont des animaux très sociaux comme l'humain, seuls en cage, avec d'une part un accès à de l'eau et d'autre part un accès à de la morphine mélangée à de l'eau. À chaque fois, les rats consommaient de la morphine jusqu'à l'overdose. Puis ils ont placé des rats mâles et femelles dans un mini parc de jeux avec aussi un accès à de l'eau et à de la morphine. Et cette fois, les rats goûtaient à la morphine mais préféraient continuer à l'eau. Et nous fonctionnons exactement de la même façon. Lorsqu'on se sent seul, même si ce n'est pas chronique, on éprouve le besoin de consommer pour compenser ce manque. Other factors like environment, feeling of isolation or hopelessness, poor social bonds, and lack of control all likely play an important role in what leads to addiction. Think about the implications for how we've been treating drug addicts. They're often shamed and ostracized, thrown in jail, moved into halfway houses. D'ailleurs, une société de consommation a besoin de personnes frustrées parce que ça les pousse à consommer pour compenser cette frustration. Ceux qui ne peuvent pas inviter d'amis, qui ne sont pas invités ou qui n'ont pas d'entourage dans les environs, sont condamnés à rester dans la solitude. Et c'est le cas d'énormément d'étudiants, surtout parmi les nouveaux qui louent un cote ou un studio et qui n'osent pas dire à leurs parents, qui dépensent une fortune pour le logement d'ailleurs, qu'ils n'en peuvent littéralement plus de rester seuls parce qu'ils n'ont eu aucune occasion de se faire des amis. Ils pensent être les seuls dans cette situation pour des raisons que je vais expliquer après, et du coup ils s'isolent encore plus. La vie étudiante est pourtant un facteur capital à la motivation chez les étudiants. L'impact de la diminution des interactions sociales a été tout aussi violent pour moi, et j'avais vraiment l'impression que les personnes dans mon entourage avaient maintenu une vie sociale épanouie en continuant à avoir des amis, en faisant des petites fêtes de temps en temps, alors que ce n'était pas autant mon cas. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que ma perception de la réalité était en fait complètement altérée à cause d'un biais qui est le biais d'accessibilité. On a en fait tendance à surévaluer la fréquence d'un événement en fonction de la facilité à accéder à des exemples de celui-ci. Et en effet, en ce moment, on a tendance à surévaluer la fréquence des contacts sociaux parmi notre entourage, car il est en moyenne bien plus fréquent de partager une story Facebook, Snapchat, Instagram, lorsque on est dans le cadre d'une activité sociale, comme une soirée par exemple. En revanche, on ne voit aucune story, et donc aucun exemple, de personnes souffrant de dépression ou de solitude, car c'est quelque chose qu'on affiche généralement pas publiquement. Du coup, on sous-estime à l'extrême la fréquence de cet événement parmi les gens qu'on connaît. Et au final, à cause de ce biais, toutes les personnes qui ressentent un mal-être dû à la solitude pensent être seules dans cette situation, ce qui renforce encore plus le silence général. Et du coup, ça crée un cercle vicieux, parce que si personne n'en parle, c'est que le problème n'existe pas, et donc on en parle encore moins de peur d'être marginalisé. Et ce, même si tous les indicateurs sont dans le rouge. Pour combattre ce biais à l'échelle collective, il y a plusieurs stratégies possibles, mais toutes convergent vers un même objectif: passer d'une sous-médiatisation à une surmédiatisation, afin de rééquilibrer la perception de la situation chez le décideur. Une stratégie qui aurait pu être excellente, c'est d'organiser une opération d'ingénierie sociale en formant une huge unit, mais là il faut avoir des moyens financiers que certains ont d'ailleurs, mais bon, on va déjà essayer de faire un plan de communication. En creusant encore plus, je me suis rendu compte que ceux qui sortent souvent et qui postent du coup des stories ne se sentent pas forcément plus équilibrés. La raison est qu'autant c'est sympa de voir des amis pour boire et fumer, autant ça ne remplace pas des contacts sociaux plus sains en journée, comme lors des cours en présentiel par exemple. Les soirées ne sont pour certains qu'une sorte d'exutoire, et les stories parfois juste une façade. C'est très important de le préciser car il m'arrivait plusieurs fois, alors que j'avais vraiment envie de sortir, de voir des stories de mon entourage qui avaient l'air de vivre leur meilleure vie en faisant soirée, et je leur en voulais sincèrement de s'amuser. J'avais vraiment l'impression qu'ils essayaient de me narguer avec leur story,
alors que je savais pertinemment que ce n'était pas le cas, et qu'à leur place, j'aurais peut-être aussi fait une story. Cette sensation de jalousie, c'est juste une réponse émotionnelle à la sensation d'injustice qui va à l'encontre de la croyance en un monde juste, comme j'en ai parlé dans la première vidéo. Il serait en fait légitime d'en vouloir à ceux qui s'amusent, si on était sûr que les restrictions drastiques de liberté étaient elles-mêmes légitimes. Le problème, c'est que certaines d'entre elles, comme le confinement par exemple, ne le sont pas autant que les médias veulent nous le faire percevoir. Et on est bien dans la perception. Je peux très bien vous convaincre de quelque chose sans jamais avoir à l'affirmer. Si je vous montre ce graphique, ne pas tomber sous les charmes du confinement. Je vous convainc de son efficacité sans même avoir à l'exprimer. Si je suis un média, je pourrais aussi inviter des personnes que je qualifierais d'experts, même si son domaine de compétence est un système ouvert, ce qui rend le titre d'expert non pertinent. Et je leur ferai dire ce que je veux que vous pensiez, c'est très facile à faire. Je ne suis ainsi pas responsable de ce qu'ils racontent, et vous serez absolument convaincu du bien fondé du confinement. Ce sont des procédés manipulatoires bien connus, extrêmement efficaces et souvent imperceptibles pour ceux qui n'y sont pas sensibilisés. Le problème, c'est qu'une corrélation, même très forte, ne signifie pas qu'il y a un lien de cause à effet direct. Il faut voir le confinement comme une bombe nucléaire. On ne sait pas exactement où est l'ennemi, mais dans le doute, on élimine tout. Le problème, c'est qu'à cause du manque d'organisation notamment, le gouvernement est toujours incapable, après 1 an, d'effectuer des frappes chirurgicales en ciblant uniquement les clusters, par exemple. En fait, il est légitime d'imposer un confinement si on était sûr que le ratio bénéfice-risque à long terme était supérieur à 1. Mais même s'il est possible d'estimer les bénéfices, on ne peut tenter d'évaluer les risques que à court terme. Mais comment évaluer les risques indirects et à long terme? Car pour l'instant, le confinement est un bon calcul, que si on prend les variables à court terme. Mais quelles seront les répercussions des dégâts psychologiques à long terme? Est-ce que ce n'est pas extrêmement dangereux de mettre la population dans un état de stress et d'inhibition, ce qui augmente fortement sa suggestibilité, c'est-à-dire la facilité à lui faire accepter à peu près tout, uniquement sur base d'arguments fallacieux? Quels seront les effets de la destruction arbitrairement ciblée de l'économie? Est-ce que les effets secondaires ne risquent pas d'être bien pires pour nous que les bénéfices escomptés? Je ne sais pas répondre à ces questions, mais je vous démontre juste que ce genre de graphique qui affiche une corrélation ne démontre aucunement un lien de cause à effet direct, et encore moins le bien fondé des restrictions de liberté. L'efficacité ne justifie pas la légitimité. Par contre, ce graphique est extrêmement efficace pour fabriquer le consentement, et vous ne vous rendez probablement pas compte à quel point c'est simple de manipuler l'opinion publique avec ce genre de graphique et sans dire un seul mot. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le second confinement était moins strict que le premier. Par exemple, les écoles étaient restées ouvertes. Mais par contre, en termes de vitesse et de décroissance, on a exactement la même valeur quasiment de paramètres de décroissance entre le premier et le second confinement, ce qui montre bien que la sévérité du confinement n'est peut-être pas l'élément le plus important pour l'efficacité d'un confinement. Donc même si ça paraît contre-intuitif, ce genre de graphique n'a aucune valeur rationnelle pour justifier un confinement. Madame le député, est-ce que vous pourriez me donner 2 études, non pas une, mais 2 études, qui vous disent effectivement que le masque à l'extérieur, eh bien, change quelque chose à l'épidémie? Est-ce que vous avez des éléments, même le Haut Conseil de santé publique vous dit effectivement que le masque à l'extérieur, c'est inutile, sauf dans des circonstances très particulières? Donc à un moment donné, si vous voulez, moi je veux bien qu'on me parle du relâchement, je veux bien qu'ici et là, tout le monde ait un avis sur tout, mais sur quoi le fondez-vous? Donc je voudrais simplement rappeler, ça on a tous compris maintenant, que ça marche de porter un masque. Non madame, à l'intérieur, ça marche. On parle de l'extérieur, ça marche, des études à ça l'extérieur. marche de se laver les mains, ça marche de mettre le droit de tenir, ça marche de garder ses distances. Je ne suis pas au tribunal, mais je vous explique non, madame, simplement. C'est pas un argument de tribunal, ça c'est de la sophistique. Je pose une question précise, c'est simple, est-ce que vous avez des études qui vous disent que le masque en extérieur, ça marche? Oui ou non? Vous m'expliquez que vous êtes gêné parce que les Français ne portent pas de masque à l'extérieur et que c'est pas bien. Je vous dis que tout ça est fait pour lutter contre l'épidémie. Avez-vous des éléments qui vous permettent de dire que ça lutte contre l'épidémie? Soyons un peu sérieux parce que je voudrais quand même être positif sur certains aspects. Là où le Haut Conseil de santé publique vous dit l'inverse. Vous demandez à des Français de porter un masque à l'extérieur, je vous demande sur quel fondement? On demande de porter un masque également à l'intérieur. Madame, je vous parle de l'extérieur, sur quel fondement? Avez-vous une étude qui me dise que le masque à l'extérieur a une utilité là où l'autorité sanitaire nous dit le contraire? Un argument très simple. Alors, allez-y. Là, c'est ce qu'il attend. Alors, on va voir un argument très simple. Voir si ça marche. C'est que moi, quand on a commencé à dire qu'il fallait rendre le masque obligatoire à l'intérieur, j'ai dit ok, mais moi, vous m'embêtez avec votre truc, je vais pas le mettre, l'enlever, je le mets en sortant de chez moi, comme ça, j'en entends plus parler. Et de fait, je le mets tout le temps également en extérieur. Vous vous rendez compte que c'est pas un argument, ça? Rassurez-moi. Eh bien, moi, je vais vous dire, je vous donne un exemple. Au Japon, madame, au Japon, vous connaissez la City. Le problème de ce pays, c'est que l'épidémie, elle est gérée comme ça. Avec des exemples, pardon, mais à la con au demeurant. Moi, quand je vois exactement l'épidémie gérée comme ça, elle fait qu'on n'a pas
Une autre énorme erreur est aussi de minimiser l'impact des effets indirects à long terme que j'ai cités avant. C'est effectivement très difficile de mesurer les dégâts économiques, les dégâts psychologiques et les effets de l'augmentation de l'élasticité de l'asservissement des populations. Notre cerveau ne sait pas prendre en compte des variables aussi floues et longues sur la durée, du coup il a tendance à très fortement les minimiser. Quand on voit quelqu'un sortir et s'amuser, quitte à déroger aux restrictions, on peut avoir tendance à lui en vouloir. Mais la question qu'il faudrait plutôt se poser, est-ce qu'on n'est pas en fait jaloux du fait qu'il ait refusé d'être sacrifié pour des raisons hypothétiques, en admettant que les raisons sont hypothétiques évidemment. Regardez ma dernière vidéo. Est-ce que votre degré de réflexion n'est pas trop supérieur à votre degré de réflexion dû à un conditionnement? Est-ce que ça n'en dit pas plus sur vous que sur la personne qui ne respecte pas les règles? Est-ce que ça ne traduit pas votre propre faiblesse à rationaliser la situation? Il faut, à tout prix, fuir le ressentiment. C'est l'opium des faibles. Je voulais introduire le ressentiment dans cette vidéo car le simple fait de comprendre cette notion en profondeur peut modifier assez fortement votre comportement et votre vision du monde, mais j'avais tellement à dire que j'en ferai une vidéo à part, donc abonnez-vous. Bon, pour ne pas partir dans un état dépressif pendant ce Covid, il faut commencer par comprendre le problème. Comme vous le savez, les restrictions sont la conséquence des décisions de l'État pour stopper la propagation du virus. Ok, ça, on connaît. Mais, qu'est-ce que l'État exactement? L'État, c'est une notion purement abstraite. C'est grossièrement un groupe de personnes qui s'organisent pour gouverner un groupe plus grand qu'il a en théorie accepté. Et je parle bien de gouverner et pas de diriger. Mais bon, c'est un autre sujet. Il n'a donc rien de tangible, ce n'est qu'un concept. Il ne faut surtout pas considérer l'État comme quelque chose de supérieur, comme s'il s'agissait d'une divinité omnipotente. Ce n'est qu'un groupe d'hommes et de femmes qui ont investi une partie de leur vie pour obtenir pouvoir et puissance. Les personnes qui prennent des décisions n'ont jamais appris à faire face à ce genre de situation. Et c'est pour ça qu'ils sont surtout en train de faire du bricolage pour essayer de maintenir un avion déjà bien amoché en vol, et sans savoir s'ils ne vont pas faire une connerie qui pourrait tous nous faire cracher. Le manque de prévision met seulement en évidence que le but d'un politicien n'est certainement pas de faire de son mieux à chaque instant, mais bien de se hisser au pouvoir et d'y rester en consommant un minimum de glucose. Le but d'un vrai politicien n'a jamais été d'agir en bon père de famille, ça c'est plutôt un outil, mais il a toujours été d'acquérir du pouvoir. Ils peuvent faire des erreurs monumentales tout en créant la perception que ça n'en était pas, et c'est généralement ce qu'ils font. Créer la perception qu'il n'y a pas de problème demande bien moins d'efforts que de le régler. Et ça suffit généralement pour garder le pouvoir, même si c'est une stratégie extrêmement toxique à long terme. Les apparences sont en politique ce qu'il y a de plus important, d'où l'intérêt constant de l'image médiatique et de l'opinion publique chez les politiciens. Et c'est pour ça qu'on peut entendre parfois que le pouvoir médiatique est au-dessus du pouvoir politique. Ceux qui contrôlent l'image contrôlent les politiciens. Que les apparences soient belles car on ne juge que par elles. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations? Oh oui. Je garantis à tous les jeunes qui nous écoutent que si ils se mettent en disposition d'être quelqu'un de fiable, quel que soit leur niveau d'éducation, de culture, ils auront toujours une rémunération qui leur permettra de vivre dignement et plus. La fiabilité, c'est justement de ne pas vendre de fausses promesses. C'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Et malgré tout, faites le parallèle avec l'expérience de Milgram. Les politiciens ne sont que des joueurs comme nous qui tentent de gagner avec les cartes qu'ils ont reçues. C'est le jeu qu'il faut changer, pas les joueurs. Et le jeu est défini par les foules. J'en parlerai une autre fois car la psychologie des foules est encore un sujet à part entière, mais comprenez bien que celui qui contrôle les foules contrôle le jeu et ses règles. Et la meilleure façon pour contrôler des foules incognito, c'est les médias et les réseaux sociaux. C'est-à-dire toutes les sources d'informations qui créent la représentation qu'on se fait du monde. D'où l'importance de connaître les méthodes les plus fréquentes de manipulation. Sachez que la douleur psychologique que vous éprouvez peut-être en cette période, les décideurs ne la ressentent pas, car elle est ni visible ni mesurable, et donc difficilement rationalisable et intégrable dans le calcul politique. Nos neurones miroirs nous permettent de ressentir la douleur de l'autre, surtout quand on la voit. Mais quand elle est invisible, il devient presque impossible de se l'imaginer. Cette souffrance ne peut être que sous-estimée, et d'autant plus lorsqu'elle est sous-médiatisée due au problème dont j'ai parlé plus tôt. D'ailleurs, il a fallu 2 guerres mondiales et des millions de cas avant que les troubles psychologiques ne soient vraiment reconnus. C'est pour dire à quel point les douleurs psychologiques sont invisibles et rarement prises en compte malgré leurs dégâts à grande échelle. En attendant que les choses évoluent d'une façon ou d'une autre, vous ne devez donc compter que sur vous-même. Vous êtes seul responsable de votre avenir, et même si on a tous été habitués à les assister, on voit qu'au moindre stress systémique, une once de réalité revient à nous, et c'est là qu'on voit ceux qui savent prendre les choses en main pour trouver des solutions. Et je dis bien une once car on est encore bien loin de la réalité que l'on risque de connaître un jour, nous ou nos enfants. C'est peut-être finalement une bonne chose que ce sont ceux qui dirigeront le monde demain, c'est-à-dire notre génération, qui entreapercevront le mieux ce que sera le monde de demain, car le Covid n'est qu'une conséquence de la mondialisation et de la déforestation. Le pire, et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, ça serait de n'en tirer aucune morale.
Et c'est bien à nous d'en tirer une morale. Les dirigeants actuels ont vécu toute leur vie dans un même paradigme et le changement serait beaucoup trop compliqué. La vidéo sur le ressentiment vous aidera probablement à rester solide face à une situation difficile, mais en attendant, il faut absolument intégrer cette notion de responsabilité. Vous êtes entièrement responsable des choses qui vous arrivent et sur lesquelles vous avez ou avez eu un contrôle. Ne regardez pas si les autres ont eu plus ou moins de problèmes que vous. C'est encore de la branlette pour les victimes éternelles qui sont en quête d'une justice malsaine. Qu'il y ait ou non un responsable à vos malheurs suite au Covid, on s'en fout littéralement car ça ne change strictement rien à l'instant T. Passer du temps à chercher des responsables va juste bouffer de l'attention et vous serez incapable de vous concentrer sur ce qui est vraiment sous votre contrôle. La vie n'est qu'un enchaînement de problèmes auxquels il faut trouver des solutions. Alors si vous êtes dans un état dépressif avancé, il faut évidemment contacter un service psychiatrique, exactement comme quand on va aux urgences, quand on se casse une jambe. Il n'y a rien de gênant à ça, et même si dans le passé, le concept de traumatisme a toujours été assimilé à de la faiblesse féminine, ces croyances ont complètement sauté après les 2 guerres mondiales, où des millions de soldats se sont retrouvés dans des états psychiques vraiment graves. Un état dépressif n'est donc absolument pas le signe d'un dysfonctionnement mental, c'est en fait complètement le contraire. Et nier que vous êtes dans cet état lorsque tout l'indique est juste une preuve de faiblesse parce que vous avez peur de faire face au problème. Je me suis d'ailleurs amusé à faire une petite expérience en mettant cette image en story pendant 24 heures pour voir ce que ça donnait. Bon, c'est assez frustrant de dire à tout ton entourage que t'es en dépression, surtout quand c'est pas le cas. Allez, let's go. Et c'est assez marrant de recevoir des messages de personnes de qui on ne s'y attendait pas spécialement. Comme de nombreux services psychiatriques arrivent apparemment à saturation, il faut envisager des alternatives. Déjà d'accorder bien moins d'importance aux restrictions et d'agir selon ce qui vous semble moralement responsable dans votre situation. En temps normal, la loi est là pour encadrer vos décisions pour que tout le monde puisse vivre sainement en société. Sauf que les règles actuelles sont plutôt du bricolage fait à la va-vite, potentiellement plus néfastes que bénéfiques, comme expliqué plus tôt, et qui vont à l'encontre des libertés fondamentales. Personne ne pourra moralement vous reprocher de ne pas avoir respecté des restrictions lorsque vous sentiez que c'était vraiment nécessaire. Et il ne faut accorder aucune importance à ceux qui vous jugeraient, car ils ne sont pas à votre place. Lors des rassemblements privés, les jeunes sont libres de faire presque ce qu'ils veulent. Certains n'hésitent pas à contourner l'interdiction de faire des soirées étudiantes, quitte à être taxés d'inconscients et d'imprudents. À Lyon, des dizaines de jeunes sautent et dansent collés les uns aux autres. Aucun masque à l'horizon. Une soirée étudiante où l'on dirait que le Covid-19 n'existe pas. C'est bien chez les jeunes que le virus circule le plus activement. Le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants le confirme. Pour la tranche des 20-29 ans, il touche 207 personnes, bien plus que les autres tranches d'âge. Conséquence, plus d'une dizaine de clusters recensés dans le milieu universitaire, après la découverte de 23 cas positifs parmi des étudiants de Sciences Po lors d'une soirée d'intégration. Il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont vecteurs du Covid parce qu'ils n'ont pas de symptômes. De plus en plus d'arrêtés préfectoraux interdisent les fêtes étudiantes. Du coup, on va tous se retrouver confinés dans des apparts. En fait, on va être plus proches les uns des autres. Et donc finalement, c'est pire en fait pour le Covid, quoi. Pas de distanciation sociale là non plus. Ici, la plupart des personnes portent le masque, mais pas forcément comme il faudrait. C'est un peu notre seul moyen de sociabilisation, étant donné qu'en fait, on ne se voit pas du tout en cours. Moi, j'avais jamais habité à Paris, donc pour rencontrer une nouvelle personne, on a quand même envie, malgré tout, d'avoir un peu de lien social et de ne pas être que sur l'ordinateur toute la journée. J'essaye de le porter au maximum. Quand on boit, on le porte pas. Par contre, après, il faut être prudent. Je vais pas aller faire des câlins à mes grands-parents dès demain. Les étudiants sont maintenant catégorisés comme une population qui est responsable en partie. On nous met un peu cette culpabilité sur le dos. Le premier confinement, je suis absolument restée chez moi. Les jeunes qui font des fêtes alors que c'est pas autorisé, c'est pas 150 € d'amende, il faut leur mettre 10 000 € d'amende. Jusqu'à relancer ça, c'est effectivement des fêtes dans le cercle privé. Peut-être qu'on en est là à cause de ça. Donc je trouve que 150 € d'amende, c'est ce que les gens dépensent dans une soirée. C'est ce que les gens dépensent dans une soirée. Donc c'est ridicule et ça dissuade personne. Je pense qu'il faut une sanction qui soit lourde, dissuasive. 10 000 €, ça me paraît une somme qui est ridicule par rapport au coût de ce qu'on vit en ce moment avec ce confinement. Quelques personnes irresponsables qui ont fait des fêtes alors qu'on a cessé de leur dire de ne pas le faire. Donc 10 000 €, c'est rien. En Angleterre, il y a eu 45 000 € d'amende pour 4 fêtards. En Australie, 16 000 € d'amende pour un anniversaire. J'en ai marre qu'on soit mou, il faut sanctionner. Il faut taper fort et cher au portefeuille. La circulation chez les jeunes, contrairement à ce qu'on entend à beaucoup d'endroits, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il y a une circulation virale qui est plus importante pour l'ensemble de la population. Moi je suis d'accord parce qu'il y a un moment donné où quand on respecte pas et qu'on fait un peu sa life, et à un moment donné les jeunes ils feront un crédit dès le début de leur vie pour payer une amende pour avoir risqué la vie des gens. De là à mettre la faute sur les mômes de 20 ans qui... Non mais on leur met pas la faute dessus, mais on leur met pas... Mais oui c'est clair. Ils ont été régulièrement accusés de propager le virus par des fêtes sur le campus,
alors que des tests massifs, il y a un mois, ont prouvé que les étudiants n'étaient touchés qu'à hauteur de 3%. Si vous décidez de ne pas respecter les règles, vous prenez des risques au niveau légal, c'est le jeu du chat et la souris. Mais vous prenez aussi et surtout le risque d'être contaminé et de contaminer à votre tour. Il faut absolument agir en personne responsable. Je ne connais personne dans mon entourage qui fait des soirées tout le temps avec la même bulle. Et je sais que les probabilités qu'une personne dans le groupe ait le Covid est toujours supérieure à ce que je m'imagine. Admettons qu'il y ait une chance sur 30 qu'une personne dans le groupe ait le Covid et qu'il vous les refiler. Même en faisant hyper attention en soirée, les risques que tout le monde le chope sont énormes qu'on le veuille ou non. Ça signifie qu'en rentrant chez vous, vous avez une chance sur 30 d'avoir le Covid. Même si les probabilités sont faibles, les dégâts quant à eux sont significatifs. Si tout le monde ne part pas du principe après une soirée qu'il est contaminé, il y en aura toujours certains qui vont agir comme s'ils n'avaient rien et risquent très fortement de contaminer quelqu'un qui peut en mourir. Le problème des probabilités, c'est qu'on n'y échappe jamais, et si vous voulez jouer avec, prenez des dés et faites-vous un cul de chouette. Personnellement, j'ai chopé le Covid il y a quelques mois pendant un entraînement de boxe, et ça m'a mis KO pendant 2 jours. Ah, c'est cocasse. Je pense que si j'avais 60 ans de plus, je serais sûrement en train de rapper avec Tupac. On a tous ce biais cognitif qui est de s'inventer des excuses ou de relativiser les choses avant de faire une connerie pour se sentir moins coupable. Ça, c'est profondément irresponsable. On peut pas s'amuser à amoindrir le risque et les conséquences de ses actes juste pour se sentir mieux. Une erreur que j'ai fréquemment entendue, c'est de croire qu'on a déjà eu le Covid et qu'on était asymptomatique. À part si tous vos proches l'ont eu, il est probable que vous soyez encore en train de jouer avec les probabilités pour vous déculpabiliser, et ça c'est une mauvaise idée. Donc il n'y a effectivement rien d'immoral à braver les restrictions, si et seulement si vous prenez la responsabilité de faire attention de ne pas contaminer une personne à risque. C'est quand même très satisfaisant de pouvoir agir librement même si ça ne respecte pas parfaitement la loi, et sans pour autant vous sentir coupable, car vous pouvez toujours moralement justifier vos actes. Je pense que si à nouveau il y a un confinement, je me fais un budget amende. Ces histoires de gestes barrières sont tellement répétées par des personnes douteuses, que j'en suis venu à douter si ça ne cachait pas quelque chose. Mais pour le coup, non. C'est clairement le moyen le plus efficace pour endiguer la propagation du virus, et leur respect est directement visible sur les courbes de décès. Donc faites toujours attention où vous foutez vos mains, ne faites pas de chicha, et gardez toujours à l'esprit qu'il y a une probabilité non nulle que vous ayez le Covid et que vous soyez asymptomatique. Je vous mets en garde très solennellement contre l'usage commun des chichas. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas partager les chichas. Quand j'étais jeune encore, il y avait les pétards, mais il y avait les gens suçaient pas leurs pétards pour se transmettre directement de salive. Quand j'étais jeune, il y avait les pétards. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Même si c'est l'héritage de mamie que vous voulez, faites preuve de sagesse et d'un peu de patience. Comprenez que si demain tous les citoyens devenaient responsables, la totalité des mesures sanitaires deviendrait obsolète. C'est pour ça qu'il est difficile de comparer les pays entre eux. Comme la culture et l'éducation est parfois très différente, le comportement moyen des gens est plus ou moins responsable et c'est ça qui change tout. Et si nous sommes moins responsables, c'est parce que nous n'avons pas cette culture de la responsabilité. Jamais dans mon éducation on ne m'a encouragé à entreprendre quoi que ce soit en prenant les décisions, les risques et les responsabilités inhérentes. Une grande partie des citoyens est incapable d'atteindre un objectif si on ne leur donne pas des directives bien précises. En plus, nous sommes dans une culture où l'intérêt individuel l'emporte sur l'intérêt collectif, ce qui accentue encore plus les comportements irresponsables. Et enfin, à tout ça s'ajoute la méfiance légitime des politiques et la suspicion constante des conflits d'intérêts parmi les avis scientifiques. Tout ça rend l'esprit critique d'une difficulté extrême car on ne sait pas à qui on peut faire confiance. Comme les valeurs qui sont pourtant garants de la vie en communauté ne nous sont plus inculquées, les comportements irresponsables deviennent la norme. Tout ça est en fait la conséquence d'une part des dérives du capitalisme et d'autre part du paternalisme systémique dont nous avons hérité de l'ère industrielle. Et vous allez me dire que j'essaie de voler le fonds de commerce de certains progressistes, mais que nenni. Mais bon, tout ça ne nous rendra pas le Congo, donc je vais vous donner un truc plus concret. Vous devez à tout prix éviter de rentrer dans un état d'inhibition. Alors l'inhibition, c'est l'état dans lequel le corps se met quand il ne peut ni fuir ni se battre. Il diminue en fait son activité physique et mentale pour accepter son sort en quelque sorte, et ça peut parfois être ressenti comme une paralysie. Une étude a été faite à nouveau sur des rats que des chercheurs plaçaient dans une cage dont le plancher pouvait envoyer des faibles décharges électriques. Dans la première expérience, la cage était divisée en deux par une plaque qui comportait une petite porte. Un rat y était placé, et 4 secondes avant chaque choc électrique, un bip retentissait. Il a vite compris qu'il pouvait fuir le choc électrique en passant dans l'autre compartiment. Après une semaine, le rat était en parfaite santé. Dans la deuxième expérience, 2 rats étaient placés dans cette cage sans compartiment cette fois, et à chaque choc électrique, ils commençaient à se battre. Après une semaine, et malgré quelques égratignures, ils étaient en bonne santé. Et enfin, dans la
troisième expérience, un rat était placé dans la cage et il ne pouvait ni fuir ni se battre. Lorsque les chocs commençaient, il rentrait alors dans cet état d'inhibition. Après une semaine, le rat avait développé des ulcères à l'estomac, son poids avait chuté et il faisait de l'hypertension artérielle. Lorsque vous ressentez du stress ou plus généralement des anxiétés ou des angoisses, vous le ressentez au niveau du ventre, d'où l'expression avoir la boule au ventre d'ailleurs. Et c'est justement ça qui provoque des ulcères à l'estomac. Il est fort possible qu'une grande partie des étudiants soient rentrés dans cet état d'inhibition après autant de temps, et si c'est le cas, ça risque d'être assez grave à long terme. Votre objectif est de fuir cet état à tout prix. La meilleure solution, c'est le sport, et plus généralement le mouvement physique. Notre système nerveux n'est fait que pour une seule chose, agir, et l'en priver, c'est extrêmement mauvais. À mon goût, la meilleure chose à faire est de très loin le jogging. Ça rééquilibre tout le système, et c'est même parfois assez incroyable. Mais comme il faut être réaliste et que certains ne franchiront sûrement jamais le pas, la seule alternative est de bouger à tout prix. Quitte à visiter des endroits seuls, de préférence dans la nature, car ça permet de complètement changer d'univers, et l'impact sur le mental et le moral est vraiment significatif. Personne n'a besoin de savoir ce que vous faites, et vous pourrez enfin tirer profit de cette situation. Faites des choses que vous ne pensiez a priori jamais faire seul et sans réfléchir pendant des heures. C'est peut-être l'une des plus belles façons d'exprimer et d'exploiter sa liberté et son indépendance. Et si vous accordez la moindre importance à l'opinion que pourraient avoir les gens, c'est que vous êtes dépendant d'eux. Et il n'y a rien de mal à ça, mais c'est juste vous qui allez souffrir de ce manque de liberté et jamais les autres. Vous vous doutez donc bien que tout ce qui est Netflix, TikTok, psychotrope, bouffe, c'est juste une tentative de fuite pour éviter l'inhibition qui fait pire que mieux. Heureusement, il y a une infinité de possibilités pour remédier à ça, mais elles impliquent toutes le mouvement. Les preuves scientifiques s'accumulent. Il faut impérativement limiter le temps assis prolongé, délétère pour notre organisme. Quand on passe plus de 6 heures en position assise, nos organes se grippent et fonctionnent au ralenti, provoquant des déséquilibres dangereux pour notre santé. Aujourd'hui, on dénombre plus de 35 maladies chroniques qui sont favorisées par le temps passé assis et par l'inactivité physique. Ça touche tout. On peut le tourner dans tous les sens, on n'a pas le choix. Génétiquement, nos gènes ne fonctionnent bien que si on bouge. Quand je suis assis, comme tout est au repos, mes vaisseaux perdent l'habitude de s'ouvrir et de se fermer. Et c'est ça qui favorise ce qu'on appelle la phlébite. La phlébite, c'est un caillot dans une veine. Eh bien, nous avons actuellement des phlébites, des caillots dans les veines qui ne sont dus qu'au temps passé assis devant l'ordinateur. Et la complication de la phlébite, c'est l'embolie pulmonaire, le caillot qui va venir boucher un vaisseau au niveau des poumons. Et pire, on sait que le temps de sédentarité augmente le risque de cancer de 25%. Ce qui est recommandé aux gens, c'est de casser les périodes assises. C'est-à-dire qu'il faut au moins toutes les 2 heures se lever et marcher 3-4 minutes. Maintenant, ils ont tellement de preuves qu'ils le montrent que de toute façon, ils disent qu'il faut bouger. 30 minutes de marche modérée par jour. Une bonne hygiène de vie peut ajouter un peu d'années à la vie. Effectivement, on peut encore espérer de vivre un peu plus longtemps. Mais surtout, ce qui est important aussi de comprendre, que ce n'est pas uniquement ajouter un peu d'années à la vie, mais surtout ajouter de la vie aux années. Un grand nombre d'étudiants n'auront probablement jamais l'avenir dont ils espéraient. Les jeunes sont les principaux à payer la crise. On les considère soit comme des enfants à charge, soit comme des adultes déjà salariés et donc actifs. Des problématiques financières énormes. On pense qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont décrocher cette année vu qu'ils n'ont pas les moyens de toute façon de finir leur année. Donc tout ça, on ne sait pas ce que ça va donner sur plusieurs générations, mais par contre là, rien que pour cette année, on est sûr que ça va être très compliqué pour beaucoup d'étudiants. Je suis hyper angoissée, surtout qu'on est travailleurs et là de constater qu'on n'arrive plus, qu'on décroche, qu'on n'a plus de motivation, pour moi personnellement c'est très dur. Ils se sentent aujourd'hui en plein décrochage. Moi je dis souvent, pour moi j'ai pas d'avenir en fait. En fait la question qui est, est-ce qu'on va travailler dans ce qui nous plaît ou est-ce qu'on va faire ce qui nous plaît plus tard en fait? Est-ce qu'on va aimer vivre tout simplement? Devient, est-ce qu'on va travailler dans quelque chose tout court? En fait, c'est plus vivre, c'est juste survivre. Certes, les étudiants ont besoin de sortir, c'est un exutoire, mais la plupart des étudiants sont avant tout inquiets de leur scolarité et de leur avenir. Quand on regardait la crise de 29, qui est une crise économique très marquante, c'est en 1930 et 1931 qu'on a eu des taux de suicide qui ont explosé. Quand on a eu la crise de 2008, donc européenne en France, c'est en 2009 et 2010 que les taux de suicide ont explosé. On ne se sert pas de l'analyse que l'on peut faire des après-crises pour gérer la crise. Beaucoup de gens ont fait faillite. Ça veut dire que si on n'a pas le taux de suicide qui explose, parce que c'est ce que disaient les chiffres aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'en 2022-2023, on n'aura pas un contre-coup et une explosion. Oui. Et ça, il faut peut-être un peu l'anticiper. Le confinement a
plongé dans la misère énormément de personnes. Donc le Secours catholique en France vient de sortir les chiffres et révèle que l'explosion de la pauvreté qu'on a connue en France à cause juste de 2 mois et demi, 3 mois de confinement, a induit un taux de pauvreté qui était inédit en France depuis 1945. Donc c'est absolument hallucinant. On va vers une crise économique mondiale, mais structurelle, profonde. C'est comme si l'économie européenne et l'économie mondiale avaient subi un choc comparable à celui d'une guerre. 105 pays ont demandé l'aide du Fonds monétaire international, ce qui est incroyable et sans précédent. La définition des économistes d'une récession, c'est lorsque 2 trimestres d'affilée, le produit intérieur brut d'un État ou d'une région est en recul. Alors, un recul de 0,5%, de 1%, on dit « Oh, récession, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que la croissance ». Ici, la pandémie a provoqué au premier et surtout au deuxième trimestre des reculs de l'ordre de 10, 15, 20% de PIB d'une année sur l'autre. Autrement dit, c'est un choc macroéconomique qu'on n'en a pas connu de notre vivant. Les finances publiques de la majorité des États sont beaucoup plus dégradées qu'en 2008. À la fois, l'effondrement d'une partie de l'économie réelle et la possibilité d'un grand krach financier auraient des conséquences encore beaucoup plus dévastatrices en 2020, 2021, 2022 qu'en 2008. Ça, c'est certain. Les pertes irrécupérables sont nombreuses et la plupart des étudiants ne reviendront sûrement jamais aux études. Mais ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Et si de jeunes adultes se retrouvent sans travail et sans diplôme, ça donnera peut-être naissance à une génération d'entrepreneurs autodidactes. Et au lieu de répartir les richesses, on en créerait. En attendant, j'ai créé un serveur Discord pour les personnes qui en ont marre de la situation ou qui ont du mal à s'en sortir. Ça a toujours été très efficace de rassembler des gens autour d'une problématique commune. Le lien en description. Il y aura certainement des idées ou des conseils intéressants qui émergeront. On verra ce que ça donne. Et si vous faites des études de psycho, vous pourrez peut-être enfin mettre votre érudition à profit. J'espère que vous comprenez mieux maintenant pourquoi la situation est largement sous-estimée par chacun de nous, pourquoi ça crée un effet pervers, pourquoi c'est largement sous-médiatisé, pourquoi il ne faut rien attendre des politiques tant que les médias ne s'emparent pas du sujet, pourquoi les syndicats étudiants devraient rapidement se bouger en menant des actions un peu plus concrètes, et pourquoi vous devez absolument partager, liker et vous abonner à cette chaîne. Dans quelques jours, je vais publier une vidéo dans laquelle je prends du recul par rapport à ce Covid. Elle va être vraiment intéressante, mais surtout hyper importante à voir par toutes les personnes de ma génération. Vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé cette vidéo en disant que le jeu avait changé, et pourquoi ce Covid n'est qu'un amuse-bouche qui ouvre le bal. Activez la cloche pour ne pas la rater. S'il y en aura une à voir, ce sera celle-là.